La défaite d'Alésia, c'est une catastrophe pour la civilisation celtique, bien sûr, mais aussi pour la civilisation en général. Les Romains ont apporté des aspects très négatifs, les aspects militaristes, si vous voulez, le sens de l'État au-dessus des individus, etc. Tout ça, c'est des choses qui, pour moi, sont négatives. Les Celtes ont tendance à s'autodétruire dans ce monde, quoi. On a l'impression qu'on se sent pas bien dans ce monde, quoi. Il y a toujours une espèce de nostalgie d'un monde perdu. Alan Stivell, le barde breton qui chante l'âme celte, n'est pas d'accord, mais alors pas du tout, avec nos livres de classe. Rappelez-vous nos ancêtres les Gaulois. C'étaient des Celtes, nous disait-on, de grands barbares, incultes et belliqueux. Ils étaient blonds ou roux et portaient de grandes moustaches. Ils vivaient dans des cabanes au fond des bois et ne craignaient rien au monde, sinon que le ciel ne leur tombât sur la tête. Des barbares, les Gaulois? Allons donc. Heureusement que les parents d'Astérix et d'Obélix étaient là, pour nous en donner une autre image. Partout à Tix, les voilà! N'est-ce pas, monsieur Uderzo? N'est-ce pas, monsieur Goscinny? Je pense que oui, nous y sommes pour quelque chose, mais au départ, d'une façon très inconsciente. C'est-à-dire que, assez curieusement, en France, les Gaulois ont très souvent été oubliés au cours de l'histoire. Et quand nous avons créé Astérix, franchement, plus personne ne pensait aux Gaulois. Ce que nous avons essayé de faire au départ, ça a été de parodier les Français de nos jours. Et nous nous sommes très vite aperçus, en nous documentant, qu'il y avait beaucoup de ressemblances entre les Gaulois et les Français que nous sommes aujourd'hui. Par exemple, pour parler de certaines de leurs qualités, certains de leurs défauts, ils étaient très gais, les Gaulois. Ils aimaient beaucoup la vie, ils aimaient manger, ils aimaient rire, ils étaient truculents. De là, d'ailleurs, est resté le terme de gauloiserie. Vive Panoramix! Vive la course Vive Astérix! Que la fête commence! Ils avaient également un esprit très inventif. Comme ils étaient très bons agriculteurs, ils ont inventé la faux et la moissonneuse. Ils étaient également très bons artisans. Ils avaient un sens artistique extrêmement poussé. Oui, à l'encontre de tout ça, par contre, ils étaient d'un esprit assez brouillon et... Ils étaient extrêmement individualistes, ce qui peut être une qualité ou un défaut. En tout cas, c'est ennuyeux quand vous avez une armée romaine qui vous tombe dessus. Mais il y a une qualité dans laquelle les Français de tout temps se sont reconnus, c'est bien entendu dans le courage. Les Gaulois étaient courageux, ils sont restés célèbres pour leur courage, et nous aimons à croire qu'il nous en reste quelque chose. Et puis, je pense qu'une chose qui a peut-être apporté du succès, c'est que nous avons démystifié une défaite. Les Gaulois, bien entendu, ils ont été vaincus par les Romains, tout le monde le sait, il n'y avait pas de potion magique, ça c'est nous qui l'avons préparé. Et par conséquent, ils étaient vaincus, et je crois que les gens ne s'en sont jamais vraiment remis. Les gens n'osent pas le dire, mais ils n'aiment pas les défaites. Des chefs, tels que Vercingétorix, doivent déposer leurs armes aux pieds de César. Mais, cela étant dit, je tiens à préciser, qu'en ce qui nous concerne,
Gergovie, tout à fait d'accord, nous connaissons. Alésia, on ne sait même pas ce que c'est, on ne sait même pas où ça se trouve, nous ne voulons même pas en entendre parler. Alésia, 52 avant Jésus-Christ. La Gaule vaincue devient une colonie romaine. Après, tous les bons élèves connaissent l'histoire. L'invasion des Francs, Clovis, le vase de Soissons, etc., etc. Mais avant, comment savoir? De ces fameux Gaulois, il ne reste que des os, quelques objets, quelques armes. Oui, ils étaient beaux parleurs, mais ils méprisaient l'écriture. Leur temple, c'était la nature. Leur histoire, des légendes. Comment reconstruire un monde à partir de quelques sépultures? Il y a 20 ans, un professeur de philo du lycée de Châtillon en Bourgogne, René Geoffroy, passionné d'archéologie, et son chef de chantier, Maurice Moisson, faisait près du village de Vix une des découvertes du siècle, une tombe, la sépulture d'une princesse gauloise. Voilà l'endroit exact de l'emplacement du ventre de Vix. Bon, eh bien, c'est là, sur ce champ qui maintenant est couvert de moissons, que s'élevait, il y a à peu près 2500 ans, un énorme tertre funéraire qui avait à peu près 40 mètres de diamètre et qui était haut de 5 mètres à son sommet. C'est ce qu'on a appelé la tombe princière de Vix, ou plus simplement le trésor de Vix. La pièce la plus importante trouvée dans cette sépulture de Vix était dans cet énorme cratère de bronze qui pèse 208 kg et qui mesure 1,65 m et dont le col est orné de figures sculptées et qui est décoré de 2 anses très volumineuses pesant chacune plus de 45 kg, et c'est une des pièces les plus remarquables que l'Antiquité nous ait livrées. Un trésor fabuleux, mais qui finalement n'avait rien de gaulois. Où avait été fabriqué ce cratère de bronze? En Italie du Sud ou en Grèce certainement. Mais alors, comment était-il venu jusqu'ici? Nos ancêtres les Celtes, qui étaient d'humeur vagabonde et conquérante, avaient-ils pillé tous ces objets au cours d'une de leurs expéditions lointaines? En réalité, on désigne sous le nom de Celtes tout un ensemble de tribus guerrières qui, vers le 5e siècle avant notre ère, partis du nord de l'Europe centrale, ont envahi par migration successive toute l'Europe. Ces Celtes ont envahi la Bretagne, une partie de l'Écosse, ils ont conquis toute la Gaule, ils ont franchi les Pyrénées et se sont installés au Portugal, ils ont envahi tout le bassin danubien où ils se sont implantés très profondément, franchi aussi les Alpes et s'infiltrer dans l'Italie du Nord, où on a trouvé dans la plaine du Pô de très nombreuses sépultures. Ils ont saccagé Rome, pris Rome et saccagé. Ensuite, ils se sont précipités sur la Grèce, où ils ont pillé le trésor de Delphes. Continuant leur progression guerrière, ils ont envahi une partie de la Turquie, où ils se sont installés sous le nom de Galates, où on reconnaît bien le même terme que celui de Gaulois. Les Celtes traversaient l'Europe comme des météores. Dans leur course, ils bousculaient des civilisations qui fleurissaient depuis longtemps au soleil de la Méditerranée. Il suffisait de 30 000 Gaulois pour s'emparer de Rome et pour frapper de stupeur l'Antiquité tout entière. Filippo Coarelli, directeur du musée de la civilisation romaine, essaie de découvrir la réalité derrière la légende. Devant le mur du Capitole, seul vestige de cette époque. Ce qui est bien une réalité historique, c'est la prise du Capitole par les Gaulois en 390. Sur cet épisode, se sont greffées des légendes, comme par exemple l'histoire des oies du Capitole, qui auraient averti, qui auraient prévenu les défenseurs romains du Capitole d'une attaque des Gaulois montant sur la roche tarpéienne. Par leurs cris effarouchés, les oies consacrées à Junon réveillaient le consul Camille et les derniers Romains réfugiés dans le temple de Jupiter. Le temple était sauvé, mais en vain. Tout le reste de Rome était déjà occupé par les Gaulois. La prise de Rome est assez pittoresque. Vous savez que les pairs conscrits, les sénateurs, s'étaient assis sur leurs chaises curules et dignes
voyait arriver les Gaulois. Un Gaulois, ayant remarqué une belle barbe fleuve d'un sénateur, la lui a tirée. Le sénateur a abattu son bâton d'ivoire sur le crâne du Gaulois. Ça a dégénéré en conflit, en bagarre. Et rappelez-vous aussi la brutalité de Brennus. Pour que Rome soit délivrée, il fallait que les Romains donnent un tribut d'or. Ils avaient amoncelé sur une balance où il y avait des poids d'un côté, des poids qui étaient faux d'ailleurs, qui étaient tarés pour en avoir plus d'or de l'autre côté. Et comme les Romains s'étaient aperçus de cette fraude et cette supercherie, ils ont protesté et Brennus a jeté son épée sur les poids pour ajouter encore un petit peu plus d'or sur l'autre plateau. En jetant son épée dans la balance, Brennus, le chef des Gaulois, s'écriait « Ve victis », malheur aux vaincus. Ve victis, une formule qui allait faire fortune, mais qui se retournerait un jour contre les Gaulois, 3 siècles plus tard. Bien, ils sont revenus, bien sûr, mais dans des conditions bien différentes en tant que gladiateurs. Or, évidemment, comme souvent au début de la gladiature, les Romains ont choisi des noms en rapport avec des populations vaincues, comme les Samnites, comme les Thraces. Et les Galli, c'est-à-dire les coqs, étaient donc les Gaulois. Et en tout cela a joué leur réputation guerrière, leur renommée de courage, des gens qui aimaient se battre. Mais bien sûr, ici, il s'agissait d'autre chose, ce n'était pas un choix. Et c'est souvent des esclaves qui choisissaient ces rudes métiers pour gagner leur vie, pour essayer d'arriver à une certaine position sociale et à la liberté. Plus tard, même des gens libres ont choisi ce métier et c'était plus ou moins pour les mêmes raisons. Il faut dire que c'était un métier très difficile, très dur et extrêmement dangereux. La plupart de ces gens-là ne dépassaient pas les 30 ans et il suffit de regarder les inscriptions funéraires où on voit la plupart des gladiateurs qui sont morts entre 20 et 25 ans. Pendant que les Gaulois étaient voués au jeu du cirque, Rome s'emparait de toute l'Italie, puis de toute la Méditerranée, de l'Espagne à la Palestine, de l'Afrique à la Gaule. Comment ce petit peuple était-il devenu maître du monde? Baldo Conticello, directeur des antiquités du Latium, a son idée là-dessus. Mais ce qui est important sur les Romains, je crois, c'est que c'est la première population qui a le sens de l'État, juste au commencement de son histoire. Plusieurs populations ont appris après le sens de l'État. Mais Rome, c'est né avec le sens de l'État. Ce n'était pas un hasard si la louve était le symbole de Rome. Cette république avait un appétit de fauve. Une république de paysans devenus soldats. Une république de sénateurs qui accaparaient la terre et le pouvoir. Une république de marchands et de banquiers enrichis par les conquêtes. En 3 siècles et demi, cette république-là a conquis un empire. Mais au 1er siècle avant Jésus-Christ, déchirée par les guerres civiles, elle est mûre pour la dictature, pour l'homme providentiel. Il s'appelle Jules César. Vous aimez César? Oui, je l'aime beaucoup. Parce que je pense que César, c'est le personnage clé de l'histoire romaine, et pas seulement de l'histoire romaine, mais aussi de l'histoire du monde. À cette époque, les classes moyennes ont été ruinées par la guerre. À Rome, il ne reste plus que 2 clans, celui du Sénat conservateur, celui du peuple, les prolétaires. Lequel va choisir César? César, le sénateur, le pontife, l'aristocrate, qui se prétend le descendant d'un roi aîné et d'une déesse, Vénus. César, c'était une personnalité très, très complexe. Et on peut dire qu'il était un enfant gâté à son époque. Parce qu'il était très efféminé, il était mêlé avec la jeunesse dorée de Rome, parce qu'il était d'une grande famille romaine. Il était un membre du Sénat, de grande famille sénatoriale, et pour ça, il devait être mêlé avec les partis du Sénat, mais au contraire, il était mêlé avec les partis démocrates, avec les partis populaires. Il était aussi un démagogue, parce qu'on pensait qu'il était collègue avec Catilina, mais on ne l'a pas prouvé. Et certainement, il était mêlé avec Claudius, qui était le chef de tout le désordre à Rome. Il n'était pas un homme de désordre, mais il employait le désordre pour se rendre
au pouvoir pour se faire maître de Rome. À 20 ans, César a une ambition sans limite. Et pourtant, il gravit lentement les échelons du pouvoir. Pontife à 24 ans, édile à 36, consul à 42. Au moment de son édilité, en 65, César avait offert de magnifiques jeux de gladiateurs à la plèbe romaine. Et devenu plus tard grand prêtre, consul, il ne lui manquait plus pour rejoindre le prestige de Pompée que la gloire militaire. C'est la Gaule, la conquête de la Gaule qui va lui donner. Et avec ça, la force militaire, une armée très, très bien entraînée, et plus tard, la possibilité d'écrire un livre, le De Bello Gallico, la guerre de Gaule, qui est en même temps la chronique de ces guerres, mais un livre de propagande politique, bien sûr. Gallia est omnis divisa in partes tres. Vous vous souvenez? Ce sont les premiers mots du De Bello Gallico. L'ensemble de la Gaule est divisé en 3 parties. La Belgique, du Rhin jusqu'à la Seine. La Celtique, entre Seine et Garonne. L'Aquitaine, jusqu'aux Pyrénées. Au sud-est, la Narbonnaise, province qui est déjà romaine depuis 70 ans. À l'intérieur de ses frontières, on compte plus de 500 tribus, auxquelles César, qui parle toujours de lui à la 3e personne, se flatte d'apporter la Pax Romana, la paix romaine. Ce qui n'est pas propagande, c'est que c'est bien les Gaulois qui ont donné le prétexte à César de commencer la guerre. Les Helvètes, en quittant leur pays pour se déplacer tout le long de la Gaule centrale jusqu'au pays de Santon, c'est-à-dire la Saintonge actuelle. Or, César essaie d'empêcher leur passage 2 fois, et finalement, la bataille se passe à côté de Bibracte, avec la défaite totale des Helvètes, qui sont repoussés, renvoyés, au moins les survivants, dans leur pays. Aussitôt après, dans la même année 58, c'est Arioviste qui, justement, lui donne la possibilité de commencer une autre guerre, quand le concile même de la Gaule l'appelle au secours pour renvoyer au-delà du Rhin les Germains. L'année suivante, c'est les Belges, la guerre contre les Belges, très difficile, bataille de la Sambre, extrêmement dangereuse pour César lui-même, qui doit lui-même participer à la lutte pour empêcher la retraite de ses forces. Et ensuite, l'année suivante, le premier passage en Bretagne, très court, et le premier passage du Rhin, sur le célèbre pont de Barque, 54, deuxième campagne de Bretagne, plus longue, et encore des révoltes chez les Belges, qui l'obligent à continuer la campagne dans l'année suivante, 53. Deuxième passage du Rhin, dans la même année, pour encercler les Belges. Finalement, en 52, il croit avoir terminé sa tâche. Il revient en Italie pour s'occuper un peu de la politique interne de Rome. César est parti. Alors dans toute la Gaule retentit un appel à l'insurrection générale, lancé par ses ennemis irréductibles, les prêtres qui règnent sur le monde celte, les druides. Leurs descendants se réunissent encore aujourd'hui en Gorsède, en assemblée du grand collège celtique, sous l'autorité du grand druide, Yann Soukelios. Gorsède druizède, barzède a govision keltiek, arguir en eb d'arbède, doué a pep madelèze. Gorsède keltia,
évite ar bloavez a zo digor. Lakaet eo dindand, paeroniez, Vercingétorix, bren des arvernes. Ar gwir eneb d'ar bed, a peor a zo. Dindand a neol, lagad ar goulou, a peor a zo. Doué a pep madelez, a peor a zo. Quels sont les grands principes du druidisme? Oh bien, les grands principes du druidisme, on peut les résumer facilement d'après la triade initiale, Ners, Skian, Carantès, c'est-à-dire force, connaissance, amour. D'où venait cette religion, à la fois science et philosophie? De l'Est ou de l'Ouest? Des Indes ou d'Irlande et de Grande-Bretagne? Ou encore d'un continent disparu, l'Atlantide? Elle croyait à l'immortalité de l'âme et à la résurrection des corps. Elle prêchait le culte des morts et l'amour de la patrie. Il fallait 40 ans d'études pour devenir druide. On a dit que Vercingétorix était un élève des druides, qu'il l'avait formé. C'est exact. N'oubliez pas que la Celtide était sur la fin de son histoire et les druides avaient perdu le caractère sacré de leur tradition. Lorsqu'ils se sont vus envahis par les hordes de César, alors à ce moment-là, ils eurent la folle pensée de vouloir recourir aux armes. Et c'est pour cela qu'ils désignèrent un de leurs jeunes élèves, Vercingétorix, qui était bien sûr de lignée royale, puisque son père avait déjà été Brenne, et ils le désignèrent pour prendre la tête des armées gauloises. Depuis longtemps, les Celtes ont supprimé la monarchie. Mais devant le danger romain, Vercingétorix réussit à se faire acclamer roi des Arvernes. Son nom signifie le plus grand des chefs. Il incarne la résistance d'une nation, affirme Pierre Lance, directeur de la revue L'Hespéride. On sait surtout qu'il était très jeune, puisqu'il avait 20 ans au début de la guerre des Gaules, qui dura environ une année pour ce qui concerne la carrière de Vercingétorix. Et on a de lui diverses représentations et surtout une pièce de monnaie des Arvernes, dont on a fait d'ailleurs à notre époque certains objets comme ces boutons de manchette qu'il représente. C'est un portrait qui est sans doute un peu hellénisé, mais qui est probablement plus authentique que celui qui a servi à des statues du siècle dernier, lesquelles se réfèrent plus au type du Gaulois traditionnel tel qu'on le décrivait, plutôt qu'à Vercingétorix lui-même, bien sûr. Face à face, Vercingétorix, 20 ans, César, 49 ans. Je pense que vraiment on ne peut pas rêver d'opposition plus parfaite entre deux types d'hommes foncièrement différents et chacun vraiment très représentatif d'un type de société, d'une certaine conception de la vie, sont vraiment deux natures absolument différentes et on pourrait résumer cette opposition schématiquement en disant que Vercingétorix est l'intuitif par excellence et César est le calculateur. Aucun des deux, bien sûr, ne pouvant se passer complètement de l'autre aspect. Sont deux hommes très intelligents, on peut même dire géniaux l'un et l'autre à certains égards, mais vraiment d'un tempérament complètement différent et opposé. Et je crois que ce qui a fait la force de Vercingétorix, cette intuition qu'il a eue de pouvoir faire appel à tous les Gaulois, de pouvoir leur faire prendre conscience d'une unité
national, pourrait-on dire, alors que ça n'existait pas pratiquement avant son intervention, avant qu'il entre en lice. Et il a réussi, non seulement par son intuition, mais également par son éloquence, par son ascendant sur les Gaulois, à leur faire prendre conscience de cette unité de culture, de civilisation, face à un monde qui leur était absolument opposé, qui leur était très différent. Début 52, une révolte éclate à Orléans. La garnison romaine est massacrée. C'est l'étincelle. Les guerriers gaulois se précipitent alors à l'appel de Vercingétorix. Ils sont bientôt 30 000, 50 000, 100 000. Voici deux d'entre eux, ressuscités par l'historien Jean Carmignani et le dessinateur Louis de Beaufort. Vous voyez, nous sommes arrivés à reconstituer deux combattants type gaulois, le guerrier à cheval et le guerrier à pied. Dites plutôt que nous nous sommes efforcés car cela a été très difficile, étant donné que l'uniforme n'existait pas. Contrairement à la légende, tous les Gaulois ne sont pas blonds ou roux, mais ils teignent leurs longs cheveux et leurs longues moustaches avec de l'eau de chaux ou de la cendre de bois. Leur arme, c'est l'épée, l'arme du combat rapproché. Elle a 1 mètre de long et il faut être un colosse pour la manier, car elle frappe de taille et non d'estoc. Rassemblés en troupes de sang, les Gaulois se battent avec un courage farouche, dit César, mais sans discipline et dans un grand désordre. Autrefois, ils combattaient entièrement nus, fiers de leurs avantages naturels, écrivait Diodore de Sicile. Et si ce cavalier se présente aujourd'hui au combat le torse nu, c'est pour afficher son mépris de la mort. Un simple manteau jeté sur les épaules et retenu par une fibule, sorte de broche. De larges pantalons, les braies, une blouse en tissu de laine de mouton, solidement tissée. Voilà tous leurs vêtements. Une seule fantaisie, les couleurs vives, éclatantes. Pas d'étrier, mais de longs éperons. Les cavaliers sont des nobles, l'élite des armées gauloises. Maintenant, ils ont un chef. Quel est votre chef? Vercingétorix. Quels sont ses ordres? Drama. Il faut incendier les villages et les fermes pour empêcher les Romains d'avoir du fourrage. Il faut incendier les villes pour empêcher les Romains d'avoir des vivres ou du butin. Ces mesures sont cruelles, dites-vous. Le sort qui attend les vaincus serait plus cruel encore. Vos femmes et vos enfants seraient emmenés en esclavage, et vous seriez égorgés. Tel est l'ordre du jour de Vercingétorix, rapporté par César dans son livre La guerre des Gaules. Le chef gaulois ordonne de faire la terre brûler devant l'envahisseur, le légionnaire romain. Le légionnaire romain, c'est alors le meilleur soldat du monde, le plus endurant, le plus stoïque, le mieux équipé. Sa force, c'est avant tout la discipline. Salve Miles. Salve. Quid geris in furculis grave est? Sexaginta libras. Caesar, nobis dimidiata. Ce n'est plus le soldat citoyen de l'ancienne Rome, mais un mercenaire qui jure fidélité à son général. Il s'engage pour 20 ans. C'est un soldat de métier. César est immensément populaire auprès de ses légionnaires, car il leur a donné des victoires, c'est-à-dire du butin. Il a doublé la solde, allégé le pactage, diminué les étapes. Poscam appellant. Ubi militas? In legione septuma, corte decima, princeps sum. Alors je lui demandais ce qu'il avait dans son bagage et s'il était lourd. Et il m'a dit 60 livres, c'est-à-dire 19 kilos. Et pour le contenu, du blé, de la viande, du lard, du fromage, de légumes et du vinaigre. À ma question étonnée, pourquoi du vinaigre? Il m'a répondu bien sûr qu'on boit du vinaigre avec de l'eau, ce qu'on appelle posca. Ensuite, je lui ai demandé dans quelle légion il était. Il m'a répondu dans la 7e légion, dans la 10e cohorte, et qu'il appartenait à la catégorie de principes. Et quel est l'armement du légionnaire? Il y a d'abord les armes défensives, la cotte de maille, peut-être d'origine gauloise, la cassis, le casque, et le grand bouclier ovale, avec sa bande en fer, le reste en bois.
Puis il y a les armes offensives. D'abord l'épée, gladius, l'arme du corps à corps, longue de 70 cm. Et l'arme de jet, le pilum, avec sa hampe en bois, sa pointe métallique de 30 à 60 cm. Visne jacere pilum. Face aux hordes gauloises, les armées romaines constituent une machine de guerre parfaitement réglée, divisée en centuries, en cohortes et en légions de 6000 hommes. Elles manœuvrent avec un ordre parfait. Pour elles, la guerre n'est pas un jeu, mais une science. Elles possèdent un armement qui annonce déjà les engins de guerre modernes et qu'on peut voir aujourd'hui dans les musées de Rome. Cet engin s'appelle une baliste, et plus exactement c'est une baliste de position. Et elle fonctionne avec un système de câbles à torsion, de barres, un autre câble qui est lié à un socle. Le socle glisse dans une rainure et il est fixé par un mamelon. En faisant tourner les cabestans, tout le système rentre en fonction. Voilà. Et que lançait cet engin? Eh bien, voyez-vous des traits, à peu près 1 mètre, 1 mètre 20, 3-4 pieds romains, qu'on glissait dans la fente et que on faisait partir en tapant sur le socle, comme ça. Dites donc, ça paraît pas très efficace. Vous savez, c'est une pièce de musée. N'empêche que, de preuves de laboratoire, on prouvait qu'un engin comme ça pouvait bien lancer des traits jusqu'à 300-350 mètres, peut-être davantage. Et la cadence de tir? Ça, c'est plus difficile à établir, mais on peut calculer 15-20 secondes, à peu près. Ouais. Évidemment, ce n'est pas une mitrailleuse. De même, ça, c'est pas un canon, c'est un onagre qui fonctionne de la même façon avec un système de câbles à torsion, une barre à laquelle on a attaché une fronde. Dans cette fronde, on pose les gros cailloux et comme ça qu'on fait fonctionner. Le dispiace togliere la sicura. C'est en somme une petite catapulte, l'onagre, qui pouvait lancer des pierres jusqu'à peut-être 200 mètres. Mais il y avait des engins beaucoup plus importants, les catapultes. Et là, d'après les sources, les textes anciens, vous arrivez jusqu'à 700 mètres. Évidemment, ils pouvaient faire dans la guerre des sièges des dégâts beaucoup plus importants. César a quitté Rome précipitamment, traversé la Gaule incognito, rameuté ses légions. Il franchit les Cévennes, contourne les Arvernes et va mettre le siège devant Bourges, Avaricum. Les habitants à genoux ont supplié Vercingétorix de ne pas brûler leur ville. Avec ses 40 000 âmes, elle est une des plus prospères de la Gaule. Par pitié, Vercingétorix a cédé. Pour César, dont les armées sont affamées, c'est une aubaine. Il lui faut la ville à tout prix. Le siège dure 25 jours et 25 nuits. Les faits d'armes des défenseurs sont dignes de mémoire. On ne doit pas les passer sous silence, reconnaît César dans la guerre des Gaules.
Tout en admirant le courage de ses ennemis, César est sans pitié. Il ordonne de brûler la ville et de tuer hommes, femmes, enfants, vieillards. Des 40 000 habitants, 800 seulement échappent au massacre. Grâce à la prise d'Avaricum, César a sauvé ses troupes de la famine. Il veut maintenant donner le coup de grâce, prendre Gergovie. Gergovie, la capitale des Arvernes. Gergovie, la ville sainte, installée sur un oppidum, un plateau fortifié, à l'ombre du puits de Dôme, la montagne sacrée. Gergovie, le cœur de la Gaule. Entraînant 4 de ses meilleures légions à marche forcée, César y parvient en 5 jours. Vercingétorix l'attend ici. Sur les lieux mêmes où se déroulaient les combats il y a 2000 ans, près de Clermont-Ferrand, les Auvergnats reconstituent la bataille, sous les ordres d'un metteur en scène fanatiquement arverne, René Crozet. Alors, vous voulez m'interrompre? Bravo. C'est comme ça que les Romains ont perdu la bataille de Gergovie, en glissant sur le derrière. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des godasses qui glissaient. Voilà. Pourquoi cette manifestation? Pour faire parler de Gergovie, parce que Gergovie, c'est le premier haut de France, c'est le premier haut lieu de France, et c'est le plus méconnu de notre histoire. Et je pense qu'il est indispensable que nous fassions sur ce terrain des manifestations pour attirer l'attention du public, pour qu'un jour, enfin, les Français prennent conscience qu'ils ont une très riche histoire, que les maisons des Gauloises avec la hutte, le toit rond au milieu et les cochons dans la porte, c'est complètement dépassé, et que pour que, enfin, que l'on rende aux Gaulois, ce qui est aux Gaulois, que l'on reconnaisse les mérites de nos Arvernes, puisqu'on a parlé 200 ans avant Jésus-Christ d'Empire Arverne, et que nous sommes ici, je le répète, sur un haut lieu de la liberté. C'est ici que l'idée de la résistance française a pris naissance, et c'est Vercingétorix qui en fait a été le premier de nos résistants. Demandez les Gaulois libérés! Les Gaulois libérés! Demandez le Gaulois libéré! Demandez le Gaulois libéré! Demandez les Gaulois libérés! Le Gaulois libéré! Le Gaulois libéré! Le Gaulois libéré! Et d'abord, où était l'ennemi? César avait installé son camp de 32 hectares d'ailleurs, au demeurant, dans la plaine d'Orsay, tout au pied de l'oppidum de Gergovie. Il a fait prendre par surprise, avant même que les Gaulois du plateau aient eu le temps d'intervenir, la hauteur de la Roche-Blanche aujourd'hui, ce qu'on appelle la Roche-Blanche ici, pour y installer ce qu'on a dit, son petit camp, qu'il a relié avec le grand camp par un vallum à double fossé. C'est au départ de ce petit camp qu'il a fait le simulacre de l'attaque du plateau de Gergovie, en l'envoyant tout à fait vers le puits de Dôme, vers les hauteurs qui dominent dans la direction de l'ouest, vers les hauteurs qui dominent le plateau, sa 13e légion avec le légat Cetius, ainsi que la cavalerie, et tout le monde, même on avait mobilisé la valtaille, les muletiers pour faire du bruit. On tapait sur les gamelles, on faisait du bruit. Nos Gaulois sont tombés dans le piège, ils étaient tous là-haut sur leurs remparts, d'énormes remparts de 4 mètres d'épaisseur, 4 mètres de haut. Ils regardaient l'ennemi, ils regardaient les Romains. Quand les guetteurs crient « les Romains s'en vont vers l'ouest », tout le monde, comme un seul homme, s'est dirigé vers l'ouest avec pelle et pioche pour fortifier les remparts de l'ouest qui n'étaient pas en très bon état depuis une centaine d'années. Alors César, voyant les soldats de l'oppidum partis, les Gaulois partis, envoie sa 8e légion commandée par le légat Trébonius. Il y avait également dans cette légion 2 centurions dont l'histoire a conservé le nom, Marcus Petronius, qui s'est d'ailleurs fait tuer quelques instants plus tard en défendant ses hommes, et puis le centurion Fabius qui avait fait à César le pari d'être le premier sur les remparts de Gergovie s'il y avait bien entendu des récompenses comme à Avaricum. Ceci dit, les Romains apparaissent sur le replat de terrain où nous nous trouvons et où se trouvaient à l'époque les renforts achenés. Les renforts, on appelle ça des nitiobroges, mais il vaut mieux dire achenés, je crois, pour la meilleure compréhension. Commandés par un roi, Teutomate, qui était un géant roux, qui avait teint ses cheveux en rouge d'ailleurs pour effrayer l'ennemi, comme on avait coutume à l'époque de le faire. Eh bien, c'est Teutomate qui a été réveillé le premier de sa sieste, qu'il était en train de faire, un bon méridional qu'il était, par l'arrivée inopinée des Romains sur le rempart de Pierre Sèche. Il est parti donner l'alerte côté ouest où se trouvaient toutes les troupes gauloises. Pendant ce temps-là, les Romains finissent d'arriver sur ce plateau, sur les remparts,
et découvrent les Gauloises à leurs pieds. Mais se situe là, dans les commentaires de César, une méchante légende que je voudrais démentir, c'est que les Gauloises, soi-disant selon César, et l'on sait qu'il ne peut pas être taxé d'objectivité, se seraient jetées aux pieds des Romains pour implorer pitié. Il n'en est rien. L'histoire antérieure nous rapporte des actes de courage énormes des Gauloises. En fait, les Gauloises ont pris leur rouleau à pâtisserie de l'époque, leur pelle à tarte, et lorsque leurs maris, leurs frères, etc. sont arrivés en contre-attaquant à l'appel de Teutomates et ont foncé sur les Romains, les Gauloises aussi ont pris part à l'action. Et Gaulois et Gauloises mélangés sur les flancs de ce plateau ont fait un énorme massacre de Romains, puisque, en fait, nous savons que ce jour-là, 700 morts, dont 46 centurions romains, sont restés sur le terrain entre le sommet du plateau de Gergovie et le grand camp de César. Vercingétorix arrivant sur ces entrefaites, apercevant la 10e légion que César faisait ranger derrière lui en carré, sachant que ces guerriers n'avaient aucune chance contre les carrés romains, Vercingétorix a prudemment arrêté le combat en demandant à tous ses guerriers de regagner l'oppidum. Ce fut pour César une très grande défaite. Pour Vercingétorix, c'était sa première victoire. Et pour la Gaule aussi, c'était vraiment la première victoire de sa confédération, de son union. C'était ce jour-là le flambeau de la liberté de la Gaule qui s'est allumé en ce haut lieu du plateau de Gergovie. La nouvelle se répand à travers toute la Gaule. Les Romains sont battus, ils s'en vont. Alors de tous les coins du pays, les guerriers volent au secours de la victoire. 15 000 cavaliers, impatients d'en découdre. L'armée romaine était en train de retraiter vers l'Italie, suivie par l'armée gauloise commandée par Vercingétorix. Et Vercingétorix avait bien précisé à ses soldats de ne pas attaquer l'armée, car il fallait la laisser rentrer, il fallait laisser les Romains rentrer en Italie. Malheureusement, la Furia française, en quelque sorte, n'a pas pu résister. Et les cavaliers, voyant une occasion si belle de tailler en pièces les Romains, se sont empressés d'attaquer, malgré les ordres de Vercingétorix, l'armée romaine. Divisés en 3 corps de bataille, les 15 000 cavaliers gaulois lancés au triple galop surgissent devant la colonne romaine pour lui barrer la route. Mais surprise, César lance contre eux des escadrons de cavaliers germains qu'il a fait venir en renfort d'outre-Rhin. Le choc est terrible. Les Gaulois ont été taillés en pièces par les cavaliers germains en particulier, et la situation s'est trouvée complètement changée, puisque de poursuivant, Vercingétorix est devenu poursuivi, et il n'a eu qu'une ressource, c'était de se retirer le plus rapidement possible vers l'oppidum le plus proche, vers la plateforme la plus proche, c'est-à-dire à Alésia, place forte des Monts du Bien. Où se trouvait donc cette fameuse Alésia? À Aluse, en Saône-et-Loire, à Alès, dans le Doubs, ou à Alise, en Bourgogne. Pendant plus de 100 ans, historiens et archéologues se sont disputés là-dessus. Ce fut la 2e bataille d'Alésia. Aluse n'avait que son nom, pour prétendre à la gloire d'avoir été le théâtre de la célèbre bataille. C'était bien peu, même en sollicitant les textes de César. En 1855, un architecte de Franche-Comté, Alphonse Delacroix, proposait un candidat plus sérieux, un petit village du Jura, au nom aussi troublant, Alès. Un maître de conférence à la Sorbonne se ferait plus tard le champion acharné de cette Alésia franc-comtoise. Georges Colomb, plus connu sous son nom de plume de Christophe, comme le père de la famille Fenouillard, du sapeur Camembert et du savant Cosinus. Mais c'était Napoléon III qui avait finalement raison. Alésia se trouvait bien ici, à Alise, Alise-Sainte-Reine, à 40 km à l'ouest de Dijon, comme on l'avait toujours cru. Auteur à ces moments perdus d'une histoire de Jules César, l'empereur voulait en avoir le cœur net. En 1858, il ordonnait des fouilles sérieuses, et on découvrait, ici, les murs d'enceinte en terre sèche entrecroisés de poutres en bois, construits par Vercingétorix, et les fossés du camp romain, décrits par César. C'était bien là, sur ce plateau du mont Auxois, que 19 siècles plus tôt s'était joué le sort de la Gaule. L'empereur y fit ériger une statue de Vercingétorix, et le sculpteur Aimé Millet se crut obligé de prêter au célèbre Gaulois les traits de Napoléon III. En 52 avant Jésus-Christ, de nombreuses nations gauloises, soulevées contre les Romains, luttent pour leur indépendance sous la conduite de Vercingétorix.
Après avoir subi une cruelle défaite dans une bataille de cavalerie, celui-ci se replie sur Alésia. César l'y poursuit. Mais s'étant rendu compte de la position de la ville, il renonce à la prendre d'assaut et décide d'en faire le siège. Vercingétorix prêche alors la patience, pas de reddition, pas de sortie désespérée, attendez. Pour lui, Alésia, qui selon la légende a été fondée par Hercule, est une forteresse imprenable, comme l'explique le directeur des fouilles, le professeur Joël Le Gall. Dans les habitudes gauloises, Alésia était un site magnifique. Les Gaulois ne savaient pas emporter une place d'assaut, ils se contentaient de la bloquer. Et un site comme celui d'Alésia, à cet égard, offrait des possibilités de résistance considérables. Il n'était pas possible d'enlever Alésia d'assaut parce que cet oppidum est isolé entre deux vallées, celle de l'Auze au nord et celle de l'Auze-Rhin au sud, et surtout parce que sur presque tout le parcours de l'oppidum, à la partie supérieure des pentes, il y a une falaise de calcaire verticale et qui a une vingtaine de mètres de hauteur ou au moins une quinzaine de mètres de hauteur. Impossible par conséquent à franchir d'assaut. Magnifique site de défense aussi à cause de son étendue, et puisque l'oppidum a environ 2 km, depuis la pointe ici où s'élève la statue de Vercingétorix, jusqu'à l'autre extrémité, le lieu-dit la Croix-Saint-Charles. 2 km de long sur 800 mètres de large. Ici s'entassaient plus de 100 000 Gaulois, les habitants d'Alésia, les 80 000 fantassins et les 12 000 cavaliers de Vercingétorix. Ce que ne pouvait pas prévoir Vercingétorix, c'est que César et ses troupes seraient capables d'entourer cette magnifique forteresse d'une ligne continue de fortification qui en ferait finalement un piège. En face, César a rassemblé tout son corps expéditionnaire, 10 légions, 60 à 70 000 hommes. Il a installé son camp sur la montagne de Flavinie, d'où il peut voir venir les attaques de la cavalerie ennemie. Dès les premiers jours, en effet, Vercingétorix lance ses cavaliers dans la plaine pour rompre l'encerclement. Mais en vain. Ceux-ci se heurtent une fois de plus au redoutable cavalier germain. Vercingétorix s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas empêcher César d'achever sa ligne d'investissement. Il a décidé alors de faire partir immédiatement sa cavalerie qui, ne l'oublions pas, était en réalité une chevalerie noble, avec la mission de faire déclencher par les cités gauloises une levée en masse qui viendrait attaquer les Romains dans le dos. Et cette cavalerie est partie très probablement par le col du Penvel, et puisqu'il n'était pas encore occupé. Tandis que les nobles Gaulois vont battre leur appel, César referme son piège méthodiquement, implacablement, à la romaine. En 6 semaines, il entoure Alésia d'une ligne de 15 km de fortification. La maquette en a été reconstituée au musée de Saint-Germain-en-Laye, dont le conservateur est René Geoffroy. Je suis à l'emplacement des Romains. Et alors César commence par faire creuser 2 fossés parallèles, très près l'un de l'autre. Et avec la terre extraite de ces fossés, il fait construire un rempart. Ce rempart est protégé par une palissade avec des créneaux et tous les 25 mètres, il y a une tour de guet. Et pour rendre encore l'accès à la palissade plus difficile, César fait ficher en pente inclinée toute une ligne de branches épointées qui sont les ancêtres de nos barbelés, que les Romains appelaient d'ailleurs des ceps, par analogie avec les pieds de vigne. Et estimant encore que ces fortifications n'étaient pas suffisantes, César fait creuser 5 lignes de trous coniques disposés en quinconce, et au centre de chaque trou, il y avait un gros pieu durci au feu et épointé. Ces trous étaient recouverts de branchages et de feuilles et faisaient l'office de véritables trappes. Et pour terminer le tout, César fait planter en deçà de ces trappes plusieurs lignes de ce qu'il appelait des stimuli, qui ne sont autre chose que des crochets de fer acérés
fichés dans le sol. Mais César risque aussi, à son tour, d'avoir à subir l'assaut de l'armée de secours. Et alors, par derrière, il construit tout un système identique et symétrique qu'on appelle la circonvallation. César était en quelque sorte entouré entre deux anneaux de fortification. Le piège s'est refermé. Toutes les légions de César sont là. Derrière la plus glorieuse d'entre elles, la 10e, sa vieille garde, qui a traversé le Rhin avec lui et envahi la Grande-Bretagne, toutes impatientes d'effacer l'humiliante défaite de Gergovie. Comment Vercingétorix a-t-il pu tomber dans ce piège? Croit-il vraiment Alésia imprenable, comme Gergovie? Ou s'est-il tout simplement trompé? Après tout, il n'a que 20 ans. Il s'est conduit comme un enfant, affirment certains historiens. Si on raisonne alors justement en romain, c'est-à-dire en calculateur, on peut effectivement dire que c'était une faute tactique, une faute stratégique. Mais je crois que ce n'est pas du tout dans cet état d'esprit que Vercingétorix envisage les choses. Ce n'est pas un calcul qu'il fait, c'est un pari. Il parie sur la Gaule tout entière. Il fait le pari qu'il a réussi à donner à tous les Gaulois cette conscience d'eux-mêmes, cette conscience de leur unité. Et en quelque sorte, c'est la minute de vérité. Avant de s'enfermer dans Alésia, il s'interroge sur le sens de son action, sur la question de savoir s'il a réussi à donner aux Gaulois ce sentiment. Et alors, il s'enferme dans Alésia et il lance son appel à toute la Gaule pour qu'elle arrive à son secours de tous les côtés. 30 jours passent, 30 longs jours. Dans Alésia, les vivres s'épuisent, c'est déjà la famine. Le conseil des chefs se réunit. Que faire? Se rendre, pas question. Faire une sortie, c'est du suicide. Certains suggèrent même de manger ceux qui sont trop jeunes ou trop faibles pour se battre, comme le faisaient les ancêtres. Finalement, le conseil décide de renvoyer les bouches inutiles et de chasser les habitants hors des murs. César en fera des esclaves, mais au moins il les nourrira. Mais César refuse de les laisser passer, et Vercingétorix intraitable refuse de leur ouvrir les portes. Alors, pendant des jours, ces malheureux vont errer entre les lignes, et mourir tous de faim ou d'épuisement, rejetés à la fois par leurs ennemis et par leurs propres frères. Il n'y avait plus rien à manger, ou à peu près plus rien vraiment. Les dernières ressources étaient épuisées quand l'armée de secours est apparue enfin sur la montagne qui est là-bas, au sud-ouest du mont Ossois. Ils sont arrivés un soir, 250 000. 250 000 qui ont répondu à l'appel sur les 5 ou 6 millions de Gaulois. Mais seulement 8 000 cavaliers, 8 000 nobles. Les assiégés leur font de grands signes de joie par-dessus la tête des Romains. Maintenant, ils sont à 7 contre 1. Une grande armée? Non. Plutôt une foule, une cohue. Avec 3 jours de vivres seulement. Avec 4 généraux, un Belge, un Arverne et 2 Éduins. Sans unité de commandement. Et une seule tactique, attaquer, attaquer. Les 2 premiers jours, ils se lancent follement à l'assaut des fortifications romaines. Pendant toute une nuit, Vercingétorix, sorti des murs, tente de faire sa jonction avec eux, sans succès. Au 3e jour, un peu découragés, ils essaient d'imaginer une tactique. Ils se rendent compte maintenant que pour eux, pour la Gaule, pour Vercingétorix, c'est la bataille de la dernière chance. L'attaque frontale avait échoué. Les chefs de l'armée de secours voulurent savoir s'il n'y avait pas un point faible dans les lignes romaines. Ils interrogèrent les habitants du pays, ils envoyèrent des éclaireurs, mais finalement il n'y en avait qu'un. Un qu'ils apercevaient d'ailleurs depuis leurs observatoires de la montagne de Mucilaphos. C'était tout simplement au pied du mont Rhéa, où les lignes romaines avaient dû être tracées à la base de la montagne et par conséquent en position défavorable. Ils décidèrent alors de tenter sur ce point une attaque par surprise. Ils la confièrent à un cousin de Vercingétorix, Vercassivellonas, auquel ils donnèrent 60 000 hommes d'élite pour tenter l'assaut. De nuit, Vercassivellonas fit avec ses hommes un vaste mouvement tournant qui le mena jusque dans la combe de Ménétreux le Pitois, derrière le mont Rhéa. Il les laissa reposer jusqu'au moment où le soleil fut au zénith. À ce moment-là, à l'heure de midi, il les lança par-dessus le Rhéa à l'attaque des lignes romaines et l'effet de surprise qui avait été recherché se produisit effectivement.
Surpris, les Romains plient sous le choc. Le camp du Montréal est sur le point de succomber. César y dépêche aussitôt des renforts, sous les ordres de son meilleur lieutenant, Labienus. Quant à Vercingétorix, qui avait vu le mouvement de Vercassivellonas, comme il l'avait fait déjà au cours des 2 attaques précédentes de l'armée de secours, il fit sortir ses gens de l'oppidum d'Alésia et ils purent aborder cette fois les lignes de la contrevallation dans la plaine. Maintenant, la bataille fait rage partout. Vercingétorix crie à ses guerriers « Courage, nous touchons au but !» César, à la tête de sa 10e légion d'élite, se porte au-devant de lui, haranguant ses troupes. « Au glaive, au glaive !» Puis il se précipite vers le Montréal, où la 8e légion de Labienus est en train de flancher. Les Gaulois le virent descendre, drapé dans son paludamentum de pourpre qui pouvait se voir de très loin, n'est-ce pas? Mais César n'eut pas le temps d'arriver jusque sur les lieux du combat, car il avait donné aussi à la cavalerie l'ordre de sortir des lignes et d'attaquer les Gaulois par derrière. Une fois de plus, les cavaliers germains, toujours eux, font basculer la victoire. Alors la 8e légion dépose ses javelots, sort ses glaives et passe à l'offensive. En quelques instants, c'est la panique. L'armée de secours n'est plus qu'une horde en déroute qui fuit le champ de bataille. C'est l'échec. L'échec du grand défi lancé par la Gaule à César. Dans Alésia, le conseil des chefs se réunit une dernière fois. Je n'ai pas fait cette guerre par ambition personnelle, leur dit Vercingétorix, mais pour conquérir la liberté de tous. Je vous offre ma tête, si vous pensez qu'elle peut apaiser la colère des Romains. Mais César exige qu'on lui amène tous les chefs vivants et qu'on dépose devant lui toutes les armes. Rome et le monde sauront ainsi que le Gaulois est vaincu. Plutarque raconte que le lendemain, Vercingétorix, équipé de ses plus belles armes, arrive au grand galop devant César qui a installé sa chaise curule sur un petit tertre devant son camp. Son apparition fait sensation. Tout le monde retient son souffle. Il jette alors ses armes aux pieds du proconsul. César est furieux. Il laisse éclater sa colère. Il ne racontera d'ailleurs pas un seul mot de toute cette scène dans ses mémoires. Il donne l'ordre d'enchaîner Vercingétorix et d'emmener le prisonnier à Rome. Nous sommes ici dans le Tullianum, la prison d'État romaine, où le prisonnier politique était enfermé, entre autres Vercingétorix, qui attendit ici peut-être pendant 6 ans le retour de Jules César de guerre civile pour participer à son triomphe. En 46 avant Jésus-Christ, César organise un triomphe de 40 jours, comme on n'en a encore jamais vu à Rome. Il a 55 ans, il est le maître absolu, l'impérator. Il a franchi le Rubicon, maté le Sénat, battu les légions de son rival Pompée en Espagne, en Grèce, en Égypte, en Afrique. 6 ans de guerre civile. Mais c'est bien la guerre des Gaules qui lui a servi de tremplin. Devant son quadrige défile un prisonnier enchaîné, Vercingétorix. Après les triomphes de César,
Vercingétorix fut ramené dans le Tullianum et précipité dans ce cachot où il fut étranglé selon la coutume romaine. Vercingétorix, lui, avait 26 ans. Après 6 ans passés ici, ses cheveux et sa barbe hirsute lui couvraient le visage. Il n'avait plus forme humaine. Il ne résista même pas quand le bourreau lui passa le lacet autour du cou. Avec lui mourait au fond de ce cachot le grand rêve d'une Gaule celtique. Une autre Gaule allait naître. Après la chute de Vercingétorix, s'est établi en Gaule quelque chose de tout à fait nouveau, qui est la civilisation gallo-romaine. En effet, les Romains nous ont apporté la paix intérieure, ils ont couvert le sol de notre territoire d'un réseau routier tellement admirable que dans ses grandes lignes, il est resté le même, et puis ils ont bâti des monuments somptueux, nous ont appris à construire en pierre, et il y a eu entre les Gaulois et les Gallo-Romains non pas une collaboration ou un parallélisme de deux civilisations, mais une symbiose. Ce mariage de Rome et de la Gaule a été à l'origine un mariage de raison. Il est devenu très tôt un mariage d'amour, et au fond, la chute d'Alésia, eh bien, préface ce que sera la France de nos jours. Alors Alésia, victoire ou défaite? Les Gaulois enchaînés de l'Arc de Triomphe de Carpentras, eux, ont pourtant bien l'air de regretter cette victoire. Victoire de l'ordre sur le désordre, de la raison sur l'instinct, du droit sur la coutume, de la logique sur la poésie. Victoire du Romain sur le Celte. Vous savez que Ferdinand Lott a écrit Alésia, le plus grand drame de notre histoire. Je crois que c'est absolument vrai, et non seulement pour la France, mais même pour toute l'Europe, dont la civilisation a subi une orientation différente de ce qu'elle aurait été. Pour résumer les choses, on peut dire qu'après Alésia, le peuple gaulois est orphelin, il est déraciné, il est coupé vraiment de ses bases, et c'est une nation hybride qui va naître, qui va essayer tant bien que mal de trouver un équilibre entre ces deux mentalités si opposées, ces deux conceptions si opposées. Et au cours des siècles et jusqu'à nos jours, il y aura toujours ce déséquilibre dans le français qui cherchera toujours ces bases. Et actuellement même, je crois qu'on peut voir dans un certain nombre de choses auxquelles nous nous heurtons, l'excès d'étatisme, le bureaucratisme, la technocratie, ce sont là tous des héritages directs de la civilisation romaine, et dans lesquels l'individu d'aujourd'hui, justement, ne peut pas retrouver son âme, disons, son équilibre, son harmonie. Et par conséquent, on peut dire que le problème posé à Alésia n'a toujours pas été résolu. Alésia doit être effacé si l'individu actuel, le français et disons en général l'européen, veut retrouver son équilibre.